Bon, il est 11h05. Je vous propose de commencer. Les retardataires nous Ouais, rattraperont pour pas prendre trop de retard parce qu'on a beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Euh, je vais commencer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Hélène Durier. Je suis responsable marketing et communication chez Customs Bridge. Et aujourd'hui, je serai votre animatrice ou plus particulièrement votre modératrice. Donc, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour échanger autour de la douane, qui maintenant, vous le savez, hein, de par nos différents webinaires et podcasts, et qui est un sujet stratégique pour vos opérations d'import-export. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Sylvie Mixarek, qui est notre experte en réglementation douanière, et Stanislas Rockbert, avocat associé au cabinet LHLF. Donc, peut-être que je vous laisse 2 minutes pour vous présenter et expliquer un petit peu le scope de votre intervention et de votre rôle au sein de vos entreprises respectives. Ouais. allez, Stan, démarre. Merci, je te grille la galanterie, mais merci Hélène, je suis très déçu parce que tu m'as présenté comme avocat et du cabinet Lighthouse, qui est une activité accessoire. En principal, je suis soutien de Customs Bridge, que j'aime beaucoup. Je croyais que je faisais partie de l'équipe, mais du coup, un peu moins. Non, mais oui, plus sérieusement, voilà. Donc, cabinet d'avocat Lighthouse, j'en connais la plupart d'entre vous. On fait tout ce que fait la douane avec plaisir, tant en conseil qu'en contentieux. Contentieux avec un peu moins de plaisir, mais on est là pour vous aider. Et un petit point d'actualité, je pensais ce matin vous donner quelques infos sur la loi de finances et les impacts douaniers de cette loi de finances. Mais comme vous l'avez compris, comme il n'y a plus de ministre, il n'y a plus de loi de finances. Et d'ailleurs, pour info, j'ai appris ce matin que dans ces cas-là, c'est les mesures de l'année dernière qui sont reconduites. Donc, pas de nouveauté, en tout cas du point de vue de la loi de finances. Il devait y avoir des hausses de taxes, certaines taxes, énergie, etc. Donc, je pourrais pas vous en parler puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer. Voilà pour la petite intro, présentation. Je te laisse la main, Sylvie. Eh bien, Sylvie Milzarek, donc je suis avec Custom Bridge depuis maintenant à peu près 3 ans pour tout ce qui est le suivi des réglementations douanières. Ils m'ont dit, on a besoin de prendre toute la matière que tu as dans ta tête pour pouvoir l'intégrer dans l'outil. OK, voilà. Et puis, je m'y plais bien. J'apprends encore, comme vous avez dû vous en rendre compte, parce que tous ceux qui sont dans le supply chain douane, eh bien, tous les jours, c'est que des nouveautés. Et et sinon, j'étais une ex du groupe Mullier chez Auchan, où je faisais des formations en interne et un suivi de la réglementation douanière. Voilà. Merci à tous les deux pour cette présentation. Alors, aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. Donc, le webinaire va se découper en deux grandes parties. La première partie, ça sera les étapes clés dans la gestion douanière de fin d'année. Donc, on va parler de plusieurs choses. L'archivage, gestion documentaire, notamment quels sont les documents obligatoires à archiver, pour combien de temps, les mentions obligatoires, importantes à ne pas oublier sur vos factures, par exemple, les vérifications réglementaires essentielles. Stanislas, dans le cadre de cette partie de webinaire, vous partagera des cas concrets de contentieux et aussi des cas de jurisprudence pour tirer des enseignements, des enseignements pratiques de cette année écoulée. Ensuite, dans une seconde partie, donc là, ce sera Sylvie qui abordera les bons réflexes pour préparer 2025, notamment en abordant les nouvelles réglementations telles que Delta T, Delta IE, le MACF, RDUE, le travail forcé, etc. Et pour finir, on balayera aussi des bonnes pratiques pour avoir une veille réglementaire efficace et optimale et une méthodologie d'anticipation pour rester conforme dans son métier. Voilà, donc n'hésitez pas à nous couper, soit dans le chat, soit en allumant vos micros pendant la présentation pour poser vos questions. On essaiera d'y répondre au fil de l'eau. Si on n'arrive pas à y répondre immédiatement, il y aura un temps à la fin du webinaire pour répondre à tout ça et pour échanger entre nous. Voilà, je vois qu'il est 11h10, on enchaîne et je laisse la parole à Stanislas pour commencer. Merci beaucoup, Hélène. Donc effectivement, on va essayer dans les quelques planches qui suivent, dans les quelques slides qui suivent, de dérouler les bons réflexes de fin d'année. Alors, non seulement c'est des réflexes issus de ce qu'on a vu au cours de l'année ou ce qu'on voit en ce moment, les grandes actualités, mais aussi sur la base de notre expérience, parce que effectivement, les mêmes sujets se reproduisent aux mêmes périodes, et on parlera aussi un peu à la fin, en parlant des mêmes
des mêmes causes qui amènent les mêmes conséquences. On parlera un petit peu des élections aux US et de ce qu'on peut attendre, en tout cas de ce qu'on en sait pour la partie européenne. Alors pour rentrer directement dans le vif du sujet, quand on arrive en fin d'année, se posent plusieurs questions. L'une de ces premières questions a trait à la gestion documentaire, à l'archivage, et on y répond de manière assez simple en 2 temps. Évidemment, vous êtes contraint en tant qu'importateur, exportateur ou déclarant, vous êtes contraint d'assurer un archivage de vos données, donc de vos documents douaniers. Alors, ce qui parfois peut poser question, puisque vous avez remarqué que la douane vous demande de produire des documents que vous avez déposés auprès d'elle et donc dont elle a déjà copie, mais le but de l'exercice étant de démontrer qu'effectivement vous avez vous-même cette gestion interne. Et donc la première raison pour laquelle on vous recommande d'archiver, au-delà de pouvoir retrouver votre historique, c'est de pouvoir, en cas de contrôle douanier, communiquer des documents à la douane. Le terme consacré dit à première demande. Alors généralement, il vous laisse un délai qui peut être variable, c'est une quinzaine de jours en général. Mais à première demande, ça veut dire que vous devez être capable de récupérer et de communiquer ces différents documents. Ce qu'on voit dans le slide suivant, c'est que c'est très lié finalement à une gestion de contrôle douanier. Et dans les différentes étapes d'un contrôle douanier, il peut vous être demandé ce qu'on appelle un droit de communication. Alors, on a cité l'article 65, on ne veut pas faire peur à tout le monde, mais dans le cadre de cet article, c'est l'administration qui viendra au cours d'une enquête ou au cours de ce qu'on appelle la phase contradictoire, donc dans les 30 jours, là où vous pouvez donner votre avis, l'administration va vous demander tout un tas de documents, de papiers, d'informations, et comme je le disais à l'instant, vous devez être capable de les communiquer à première demande. Ça sera répercuté, tout ça, répertorié, pardon, dans un procès verbal. Dès que la douane vous demande quelque chose ou qu'elle saisit des documents, c'est dans un procès verbal, et vous n'avez pas généralement la possibilité de leur dire comme ça fait déjà 2 ans, j'ai balancé tous mes documents et je n'ai plus rien. Encore une fois, ils les ont, mais le but de l'exercice est de démontrer que vous avez une gestion organisée, classée et efficace sur ces années-là. Donc, première raison, pourquoi est-ce que vous devez archiver? Réponse simple, vous en êtes, c'est une obligation légale. En plus de la douane, d'ailleurs, il y a des obligations autres, comptables, fiscales, etc. Mais vous êtes obligé d'archiver. Et en pratique, qu'est-ce que ça donne? Vous êtes obligé de donner ces documents si on vous les demande. Et je rappelle qu'en cas de contrôle douanier, vous n'avez pas vraiment le choix. Vous ne pouvez pas dire non, je ne vous donne pas les documents que vous me demandez. Le droit de communication est un pouvoir de l'administration qui peut à peu près tout vous demander. Et si vous ne les donnez pas, elle peut aller les saisir sur vos systèmes informatiques. Ce qu'on voit ensuite, c'est que ces documents-là, ce qu'on appelle nous douaniers, alors je vois en même temps là, les questions sur le délai légal d'archivage. Je vais y venir au slide juste après. Je garde la question en tête et si j'y réponds mal, vous pourrez la reposer. Mais juste avant de répondre au délai, je voulais rappeler que les documents obligatoires, en tout cas d'un point de vue douanier, encore une fois, aujourd'hui on se concentre sur ces sujets-là. Évidemment, les déclarations en douane, les factures qui y sont liées pour des problématiques, vous l'avez compris, notamment de valeur en douane, tout ce qui est certificat d'origine ou autorisation de régime particulier ou certificat autre. D'ailleurs, on cite en dessous les licences, autorisation d'importation, d'exportation. Donc, tous ces documents-là, vous devez les archiver, ainsi que les mandats et contrats que vous pourriez avoir avec vos représentants en douane ou avec vos clients si vous êtes RDE. J'ai vu qu'il y en avait certains dans la salle ou dans la salle virtuelle. Donc, les contrats, les mandats et tout document qui peut accompagner la marchandise, donc document de transport ou certification, rapport de test, etc. Avec normalement cette liste-là, qui n'est pas exhaustive, vous avez à peu près tout pour répondre à la douane. Et quelles sont les mentions spécifiquement sur certains documents? Là, on se concentre sur la facture. Je ne vais pas rappeler ce qu'on met sur une déclaration en douane, sinon on en a pour la journée. Mais vous connaissez les éléments fondamentaux, code douanier, valeur, origine. Sur votre facture,
D'autres éléments fondamentaux, l'identification douanière et ORI, le SIREN évidemment, numéro de TVA si c'est le cas, le nom et l'adresse du fournisseur ou du client en fonction du sens dans lequel on se trouve, import ou export. L'identification de la marchandise, code douanier, quantité, prix. Il y a souvent une question qui revient à ce moment-là. Est-ce que je suis obligé de mentionner les codes douaniers sur les factures? C'est pas une obligation légale, mais c'est devenu une pratique très courante parce qu'elle a de nombreux avantages, notamment en ce qui concerne les instructions qu'on peut donner aux représentants en douane. Et donc, ça permet d'avoir tout sur un seul document. Je vous rappelle d'ailleurs que si vous inscrivez vos codes douaniers, je ne cesse de le dire, mais vous m'avez peut-être déjà entendu le dire, mais si vous mettez vos codes douaniers sur vos factures que vous émettez à destination de vos clients, bien précisé, code douanier européen, EU Customs Code for Information Only, parce que ça ne vous engage pas sur le code douanier que lui peut avoir dans son propre pays, votre client à destination. Et puis ensuite, voilà des choses évidentes, la date de la facture, le numéro de l'opération. Voilà, tout ça, vous le connaissez, vous en êtes un peu plus. Je fais quand même un petit point sur la TVA à l'importation. Sur la TVA, pardon, qui peut être exonérée. Bien rappeler la mention de l'exonération de la TVA pour une vente à l'exportation ou pour une vente intracommunautaire. Le cas échéant, vous avez besoin de certifier d'une origine, en cas d'origine préférentielle ou non préférentielle du reste, mais origine préférentielle, je rappelle, vous devez le mentionner si vous avez été accrédité par la douane, donc vous disposez d'un numéro REX ou exportateur agréé. Quel est l'intérêt de cette mention d'origine sur facture? Ça vous permet d'éviter d'avoir à faire des certificats d'origine préférentielle, EUR1 ou EURMED. Et j'ai vu les questions de Yann, je vais y répondre. Donc ces certificats, ces attestations d'origine, elles permettent d'éviter les certificats. Il faut être enregistré ou accrédité par l'administration des douanes, si bien sûr vos produits respectent les règles d'origine des accords prévus ou les règles de Made in si c'est une origine non préférentielle. Et vous précisez également l'Incoterm. Pour ce qui concerne les RCO, les RTC, pardon, je dis toujours RCT parce que je suis toulonnais, donc le RCT, c'est le Rugby Club toulonnais. Donc je suis un grand fan, mais on parle bien de RTC, enseignement tarifaire contraignant, et RCO. Donc vous avez un doute sur le classement, un doute sur l'origine, vous demandez à la douane de se prononcer. Si du reste, vous avez un vrai doute, attention avant de demander à la douane de ne pas se mettre en risque. Et donc ces références ne sont pas obligatoires sur la facture, mais sur la déclaration en douane. Donc vous pouvez le mentionner. C'est pas une obligation. En revanche, c'est bien obligatoire sur la déclaration en douane. J'ai vu qu'il y avait une question aussi qui disait, je pensais que l'exportateur était redevable des informations qu'il donne. Oui, vous êtes en tant qu'exportateur redevable vis-à-vis de la douane sur ce que vous inscrivez sur votre déclaration en douane d'exportation, puisque c'est un engagement que vous prenez auprès de la douane. Ce qu'il y a sur votre facture, ça concerne la relation entre vous et votre client. Donc c'est une relation, on va dire, commerciale. Oui, évidemment, ça vous engage, mais vous pouvez, comme dans tout document commercial, qui n'est pas un document que vous remettez nécessairement à l'administration, vous pouvez prendre des réserves, par exemple, sur le code douanier. En revanche, j'insiste bien, la remarque de la personne, là, j'ai pas vu le nom, mais était intéressante, en tant qu'exportateur ou importateur dans l'autre sens, évidemment, vous êtes responsable de tout ce que vous allez déclarer auprès de l'administration et vous ne pourrez pas leur dire j'ai déclaré tel code douanier parce que c'est mon fournisseur qui me l'a dit ou parce que Charles Deveau, après un gala de l'audace, m'a dit qu'il fallait que je mette tel code douanier. Donc voilà, il faut que ça soit avéré et pour ça, vous avez des outils qui existent. Je pense qu'on en dira un mot dans quelques instants. Donc évidemment, vous vous engagez quand vous importez, vous exportez, vous vous engagez sur ce que vous mettez sur vos documents, mais vis-à-vis des clients, si vous avez un doute, vous pouvez le préciser. Donc du coup, sur les délais, m'arrêtez si je vais trop vite, parce que chaque slide, je pourrais rester des heures, mais j'essaie de pas perdre trop de temps. Mais qui concerne les délais, encore une fois, c'était donc la question d'avant. Les délais, ils sont légaux, ils nous sont imposés par les textes, et donc on parle de prescription. Alors, ça fait un peu juriste de dire ça. Là, je reprends ma casquette avocat, mais on archive parce qu'on est obligé, vis-à-vis de l'administration, de ressortir les documents s'ils nous les demandent. Et donc, on parle de délai de reprise. Qu'est-ce que ça veut dire reprise?
C'est le délai au cours de laquelle l'administration des douanes a le droit de venir collecter des informations chez vous. Et donc, en matière douanière, c'est pas un délai, c'est pas le même délai pour toutes les matières. En matière douanière, le délai de reprise de la douane est de 5 ans. Alors, ça peut être 10 ans en cas d'infraction ou s'il y a déjà une procédure judiciaire en cours. Voilà. Ça, c'est pour la vérification des données douanières, les données qui concernent les droits de douane, donc principalement code douanier, valeur, origine. Pour ces données-là, la douane dispose d'un délai de reprise de 5 ans. Ça veut dire que si elle vient vous voir demain, 6 décembre 2024, elle peut contrôler toutes vos opérations en remontant en arrière jusqu'au 6 décembre 2019. Alors, c'est date à date, 5 ans. Ça, c'est pour ce qui concerne les droits de douane. Pour ce qui concerne la TVA, c'est 3 ans à compter du fait générateur, donc c'est un petit peu différent. Et ensuite, il y a des délais de prescription de ce qu'on appelle les actions pénales ou fiscales. C'est à partir de, enfin, c'est quel est le délai qui s'impose à l'administration pour introduire une action juridique, mais je reviens pas là-dessus, c'est un peu compliqué. Gardez en tête délai de reprise 5 ans date à date. Ils viennent aujourd'hui, ils vont 5 ans en arrière. Et ensuite, il y a des actes qui sont interruptifs de prescription. Ça, c'est un peu, encore une fois, c'est un peu juridique, mais c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils émettent, que la douane émet un procès verbal, alors sous certaines conditions, il y a un débat en ce moment, mais quand la douane émet des actes, ça arrête la prescription. Donc, il remonte 5 ans en arrière, mais ensuite, la prescription, effectivement, est ce qu'on appelle suspendue. Donc, vous pouvez avoir un contrôle, il remonte 5 ans en arrière, contrôle a posteriori. Et comme ils émettent des actes pendant 2, 3, 4, 5 ans, vous continuerez à être contrôlé et il n'y aura pas de prescription. Donc, à la fin, vous arriverez à un délai très long, mais c'est parce que c'est des actes interruptifs de prescription. Attention, il y a des formes qui doivent être respectées par la douane quand elle émet des PV. Et malheureusement, enfin plutôt heureusement, c'est comme ça qu'on gagne beaucoup d'affaires. C'est parce qu'il y a des erreurs de forme. Alors, c'est pas la plus belle des victoires, mais c'est normal de faire respecter nos droits. Donc là aussi, tout ça est encadré. Et en cas de contrôle, ça peut servir. Si vous avez, et après je reviendrai sur le délai d'archivage recommandé, si vous avez des contrôles ou des contentieux douaniers en cours, gardez bien en tête, c'est pas de la mauvaise foi, ce que je vais dire là, là c'est la casquette avocat, vous avez le droit d'être défendu sur tous les arguments, et gardez en tête que si vous vous êtes vraiment trompé sur un code douanier, sur une origine, sur une valeur, peu importe, oui, vous pouvez corriger le tir, et oui, vous avez aussi le devoir de, quand c'est le cas, de le reconnaître si c'est avéré, mais vous avez aussi le droit et le devoir de vous défendre sur d'autres points, et parfois ce sont des points de forme sur lesquels on gagne, c'est le jeu, et ça permet d'éviter un redressement. Donc si vous avez des contrôles sur lesquels vous n'êtes pas à l'aise sur le fond, gardez en tête qu'il y a la forme. Et pourquoi on recommande 10 ans d'archivage? C'est minimum 5 ans, puisque c'est le délai de reprise, et 10 ans, c'est parce qu'on part du principe que il peut y avoir 5 ans en arrière pour le contrôle, puis vous êtes en cours de contrôle, le temps continue de passer, et ça peut vous amener à des délais plus longs. Donc on recommande 10 ans pour ne prendre aucun risque. 5 ans, c'est déjà bien. Enfin, c'est le minimum légal, minimum syndical, on pourrait dire. Et 10 ans, c'est encore mieux. Voilà sur les délais. Donc, c'était pas non plus pour vous faire peur, mais la douane peut revenir 5 ans en arrière. Et c'est très courant. Hein. Je pense que Sylvie pourra en dire un mot aussi, mais quand la douane fait un contrôle a posteriori, si elle peut revenir 5 ans en arrière, elle va pas simplement faire que sur une année parce que vous êtes sympa et que Ouais, et qu'ils aiment bien. tout à fait. Tout à fait, je confirme Stan. Et puis si je peux me permettre juste d'ajouter, quand on parle d'archivage, de mettre bien en interne une organisation sur l'archivage, parce qu'une petite société, bon, on a tout quasiment à portée de main. Les grandes sociétés, elles stockent à l'extérieur. Et ça sous-entend de mettre vraiment un process précis parce que c'est vraiment une panique au moment d'un contrôle. Et quand ils reviennent quelquefois, donc même 3 ans après, on n'a pas tout à portée de main. Et pour retrouver les documents, aller les chercher, qui sont souvent dans des entrepôts, sur des racks au 5e étage, etc. Voilà. Et si c'est la personne qui s'est occupée de cette partie-là qui est partie de la société, bonjour les dégâts. Oui, tu as tout à fait raison, Sylvie. Du coup, ça me fait le lien avec le slide que j'ai sous les yeux. C'est que souvent, dans le cadre d'un contrôle, vous avez un délai limité pour communiquer des documents. Ça peut être 15 jours. Puis après, il y a un délai légal. Au moment où la douane a fini son contrôle, elle vous dit, voilà, je vous reproche tout ça. Là, vous avez 30 jours pour répondre.
Et cette phase, elle est importante parce que c'est aussi là où parfois vous allez ressortir des arguments, des éléments de contexte ou des documents. Et comme le disait Sylvie, ça peut être la panique. Nous, on a tous les jours, j'ai encore eu le cas, tiens, ce matin, des clients qui nous appellent ou sociétés, futurs clients qui nous appellent en disant, on a un contrôle, on avait 15 jours pour répondre, le temps que ça arrive, c'est passé par le siège, le DAF qui comprend rien à la douane. J'aime beaucoup les DAF s'il y en a parmi nous, qui comprend pas tout à la douane, mais qui nous l'a donné. Puis le temps que ça arrive sur le bureau de la personne qui est capable de répondre, il s'est déjà passé 10 jours. Donc on a plus 5 jours pour répondre. Et c'est la panique, comment on retrouve les documents, etc. Donc prévoyez-le à l'avance, faites des tests vous-même, un petit test d'archivage ou de traçabilité. Est-ce que je suis capable de ressortir tel document? Et pensez aussi à organiser ça avec vos représentants en douane. Je vais en dire un mot après. Et j'ai vu qu'il y a une question qui était passée sur le format de l'archivage, numérique ou papier. Les deux sont acceptés. Il y a même eu des communications plus récentes de la douane disant que on recommandait le numérique. Donc effectivement, pas de difficulté pour le numérique. Encore faut-il que effectivement vous soyez bien à même de récupérer les documents. Bon voilà, le slide qu'on a sous les yeux, c'est pour vous dire qu'il y a des délais. Et quand vous êtes dans des délais légaux, c'est très désagréable parce que c'est comme quand on reçoit un PV et qu'on a 30 jours pour payer avec l'amende minorée, ce qui est désagréable parce que ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Et on peut pas, 30 jours, c'est 30 jours, on peut pas avoir plus. Et si on retrouve pas les documents, on sera potentiellement embêté. Alors du coup, qu'est-ce qu'on recommande de faire au moment de la fin de l'année, puisque c'était ça l'objectif du jour? Faites un contrôle de cohérence de vos déclarations, à la fois sur l'archivage. Est-ce que si la douane vient demain, je suis capable de répondre à une question ou de ressortir des documents? Et puis faites aussi le rôle du douanier. Nous, on adore faire ça. On nous demande de faire des audits à blanc. Alors, on n'a pas encore les casquettes des copains, des camarades de Customs Bridge, les casquettes des douaniers, mais on arrive en interne et on pose les questions que vous poserez la douane. Et c'est très utile. Donc, ça, c'est le contrôle. Bon, moi, j'ai parlé de contrôle interne, il peut être externe, peu importe. Et Sylvie en parlera aussi tout à l'heure. Mais voilà, il faut exercer ce type de contrôle. Surveillez-vous vous-même. Vous en prenez une ou deux déclarations au hasard. Vous regardez si c'est bien fait, si les documents sont cohérents. Pensez aussi, rôle du représentant en douane, à lui demander une forme de reporting. Votre représentant, il fait des déclarations pour vous toute la journée. Donc, il peut faire aussi de l'archivage pour vous. Ou alors vous dire, par exemple, nous, c'est ce qu'on recommande quand on fait signer des contrats. C'est très important d'avoir des contrats avec son RDE. Il y a une clause qui dit, en cas d'archivage, vous allez, vous, monsieur le RDE, archiver également certains documents, les déclarations en douane pour moi. Et puis, chaque fin de mois et chaque fin d'année, vous m'enverrez un tableau avec tous les numéros des déclarations et la date où ça a été passé, les éléments clés de la déclaration, ce qui fait que le jour où vous avez un contrôle douanier, vous n'avez plus qu'à regarder dans le tableau ou le fichier de votre RDE. Ah oui, telle déclaration, c'était tel jour, c'était relié à telle facture et je la ressors rapidement. D'ailleurs, maintenant, il y a des RDE, de très bons RDE. J'en connais certains qui vous mettent à disposition une plateforme. Vous rentrez un numéro de déclat et ça ressort tous les documents et notamment la déclaration. Ça, c'est pratique. La douane peut aussi vous donner accès à vos statistiques. Bon, nous, on le fait beaucoup, on nous demande de le faire, donc on vous représente auprès de la douane pour aller demander les statistiques. Et là, vous pouvez dire, dites-moi tout ce que j'ai importé, exporté sur les 5 dernières années. Ça vous permettra de découvrir que dans certains cas, vous étiez exportateur ou importateur sans le savoir. En fin d'année, ce qu'on recommande aussi, garder des traces écrites. Alors ça, c'est un point on a un gros contentieux en cours en ce moment, parce que personne n'a jamais écrit je ne suis pas d'accord avec ce que vous me dites, ou j'ai un doute sur ce que je fais avec vous. Et garder des traces écrites parce que effectivement, quand tout le monde a changé, l'administration vous dira oui, vous me dites qu'on vous a conseillé ça, mais il n'y a aucune trace écrite. Et puis quand vous avez des doutes, et d'ailleurs les traces écrites, pardon, j'ajoute un point, faites-le également en interne. Encore une fois, j'ai rien contre les dirigeants, au contraire, mais souvent les dirigeants, il y a un référent douane, un responsable douane, un directeur douane, peu importe le nom, qui va alerter pendant des années, attention, sur l'origine, j'ai un doute, il faudrait qu'on vérifie. Et puis, comme on est les empêcheurs de tourner en rond, on va vous dire oui, on regardera ça l'année prochaine. Là, on est en fin d'année, on a des choses à faire. Et puis, en fait, personne ne regarde jusqu'au jour où il y a un contrôle. Et là, on vous dit, mais pourquoi vous n'avez jamais rien fait? Donc, quand vous avez un doute en interne, faites un petit écrit à votre hiérarchie pour dire sur ce sujet-là, il faut qu'on travaille. Voilà, c'est important aussi d'avoir
ce type D'accord. d'alerte. Et puis les mesures correctives, bah, bien sûr, si vous voyez des choses très néfastes, bah, mettez en œuvre des mesures correctives. Gardez en tête que vous pouvez corriger le tir. Avant d'aller voir l'administration, déjà, essayez d'identifier comment corriger le tir en interne, les impacts que ça aura et si vraiment on s'est mis en risque ou pas. Voilà ce qui est propice un peu à cette fin d'année, donc ce fameux contrôle, mais vous pouvez le faire à tout moment de l'année, bien sûr, mais ça permet sur une année civile d'être bien calé sur un calendrier. Ce que l'on voit après, je ne sais pas s'il y avait des questions, mais a priori, Ouais, j'ai il y a une répondu. petite question sur les archives avec encre humide. Est-ce qu'elles sont à conserver en papier? Alors, je sais pas trop ce que c'est. Bah, ça, c'est Est-ce une que question pour Sylvie. je me demande si il veut pas parler des certificats d'origine, tu sais, avec les tampons Ah qui oui, sont oui. nécessaires comme pour la Turquie, etc. Je pense que c'est Oui, ça c'est qu'ils ça. souhaitent, C'est ça. voilà. Et donc, je dirais oui, il faut les garder parce que si on peut pas les numériser et s'ils étaient importants au moment où en originaux et de voir justement ce tampon, je pencherais plutôt par oui. Oui, oui, tout à Donc, fait. regardez une fois en avoir besoin. Ouais, et effectivement, faites également une copie numérique. Les deux peuvent être utiles. Ouais, Et du reste, je crois que mais la personne l'a dit, me semble-t-il, mais l'administration a communiqué sur ce sujet-là. C'est vrai qu'il y avait cette problématique, mais qui sera de moins en moins présente puisque les certificats d'origine sont maintenant ça, dématérialisés. dématérialisé. Mais oui, effectivement, conservez-le pendant le délai dont on parlait. Et tiens, je vois que Julie, que je salue chaleureusement, confirme. Donc oui, effectivement, gardez-les. Et ça me fait penser d'ailleurs à un autre point. Il y a certains pays, hein, on n'a pas tous les mêmes réglementations. Il y a encore des pays qui exigent des certificats papier. Donc de ce point Tout à de fait. vue-là aussi, ça peut amener voilà, cette problématique-là. Et vous avez compris, quand il y a une question où j'ai pas la réponse, je dis c'est une question pour Sylvie. Mais merci de m'avoir aidé. Ah, merci. Bon, j'espère que je serai à la hauteur pour y répondre alors. Et voilà, oui, après, toujours en fin d'année, bah, effectivement, auditez votre base réglementaire, votre base douane. Eh bien, parce que tout simplement, c'est ça qui permet de voir si on a des risques. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si vous avez des doutes en interne et que vous ne savez pas comment les traiter, il y a plein de gens qui peuvent faire cet audit-là. Ça peut être d'autres filiales d'ailleurs, ça peut être d'autres services en interne, mais ce qu'on appelle la vérification, et on va aller regarder est-ce qu'il y a une cohérence globalement dans les opérations. Donc voilà, j'insiste pas plus là-dessus, c'est lié au point précédent. Et pour avancer un peu, laisser de temps après à cette deuxième partie, ce que je voulais vous dire également sur les points spécifiques, on peut passer au slide d'après, mais sur les points spécifiques, sujet par sujet, c'est vraiment d'anticiper. Encore une fois, vous avez plusieurs services sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Et de temps en temps, ça vaut le coup en interne d'aller voir le juridique, la compta. Allez voir la compta, par exemple, et dites-leur, en fin d'année, c'est vraiment le bon moment. Est-ce qu'on a dans nos comptes des immobilisations ou des moules, par exemple? Et c'est hyper simple à voir, c'est ce que ferait l'administration si elle contrôle une valeur en douane. Est-ce que vous avez réintégré les frais de moule? Il y a une ligne spécifique dans la compta. Donc pensez voilà, aussi à des interactions internes parce que c'est ça qui peut amener à remonter des sujets. Bon, là, c'est l'exemple avec la compta, mais il y en a d'autres, il y a beaucoup d'autres exemples. Je ne reviens pas sur les réglementations nouvelles, on va en parler tout à l'heure. Ce que l'on voit au slide suivant sur les. Ah oui, alors ça, pardon, Oui, c'était oui, peut-être plus pour toi, non, Sylvie, oui. excuse-moi. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, tu l'as très bien Je fait. crois que ton micro Donc, est coupé, Sylvie, pardon. ah, attends. Oui, c'est pas grave, Stan, et tu l'as très bien fait, Excuse-moi. et je te remercie. Donc, je vais confirmer, hein, si ce n'est pas porté du plus. Effectivement, donc l'anticipation est nécessaire parce que on n'est pas à l'abri justement d'un nouveau règlement MACF, RDE, SBDU et tout ce qu'on voit en ce moment en effervescence.
Donc après, ben, je me mets un peu à votre place. Vous vous dites, bah oui, mais tout ça c'est bien beau, mais faire des audits, comment je fais, etc. Quelle aide je peux avoir? Eh bien, il faut savoir, et je pense que vous le savez déjà, il y a des outils quand même qui existent. Donc soit en interne chez vous, ou il y a des sociétés extérieures comme pour ne pas la citer, Custom Bridge, vous propose des solutions tous en un, des solutions qui vous permettent de suivre donc tout ce qui est audit, de solutions pour ce qui est la veille réglementaire, la veille de classement, tout ça en automatique. Cette solution, si je vais dans une base d'audit, vous permettra d'identification des anomalies, telles que par exemple un code erroné, un code non déclarable, un code expiré, un code inexistant. Et on travaille avec des pilotes et au moment où on a mis ça en place, on a même constaté que 8% des codes étaient inexistants. Donc très très vite, lumière, warning et réagir au plus vite. Vous avez aussi la possibilité, donc par cette base douane, cet audit douane, de pouvoir identifier les produits, comme on l'a dit tout à l'heure, soumis à de nouvelles réglementations. Hein, on va les citer, MACF, SBDU, RDE, etc. Quoi d'autre par rapport à ça? Oui, alors comment faire? Ben, il suffit simplement d'intégrer donc un fichier Excel qui apparaît donc dans notre outil et qui mettra en évidence tout ce dont je viens de vous citer en amont. Oui, je rebondis d'ailleurs sur ce point. Vous avez tous en tête, mais je crois que j'en parle un petit peu après, mais comme c'est bien de le faire en direct. J'ai vu qu'Emmanuel, et je suis content de retrouver aussi, mais a levé la main, je vais passer après la parole. Mais vous savez que les codes douaniers, et là je te laisse la main après sur ce slide Sylvie, vous savez que les codes douaniers, chaque année au 30 octobre, enfin au dernier jour d'octobre, la nomenclature de l'année suivante est publiée, ce qui fait que bah voilà, vous avez des modifications qui interviennent. Parfois, vous voyez la modification parce qu'il y a une petite étoile sur le côté, mais bon, ça veut dire qu'il faut aller se faire toute la nomenclature. Et j'imagine que l'outil Tout à fait. voilà, permet d'identifier ça, mais donc à partir du 1er janvier prochain, dans 3 semaines, il y aura des nouveaux codes. Attention aux modifications et je te laisse la parole. Voilà, ben justement, c'est très bien. C'est ce que j'allais justement reprendre aussi en exemple. Donc, au moins, on est deux à appuyer sur cette partie-là. Donc, notamment le tableau des droits qui paraît au mois d'octobre et les nouvelles nomenclatures qui ont déjà été données sur les nouveaux codes pour l'année 2025. Donc, grâce à cet audit hein, qu'on a vu tout à l'heure, vous allez pouvoir identifier tout cela. Vous pouvez donc avec l'outil personnaliser la gravité des alertes. Hein, si vous souhaitez voir d'abord en priorité s'il y a une modification de code, ben, vous pouvez le faire. Si vous voulez voir tous vos articles sur lesquels il y a des droits anti-dumping, ça peut se faire. Ou tous les articles qui sont à MACF ou RDE ou SDU. Bien à double usage, pardon. J'ai loupé voilà, SBDU, pardon. Vous pouvez faire donc des filtres hein, pour pas être bombardé ou avoir tout ça mélangé. Et ce qui est très bien aussi, justement, pour les nomenclatures de 2025, c'est que si soudainement vous avez un code qui est erroné, vous pouvez avoir directement dans l'outil la possibilité d'aller voir pourquoi, quel est le problème par rapport à votre code et pouvoir corriger immédiatement le bon code dans votre base, tout en sachant que une fois que vous avez fini ce travail, il faut pas vous dire que Custom Bridge est friand, il garde ça bien dans un coin pendant 10 ans, etc. Il garde, mais vous pouvez reprendre votre tableau chez vous et au besoin d'intégrer et continuer à la travailler avec vos supports. Il y a Emmanuel qui souhaite prendre la parole, je pense. Oui, mais en Emmanuel, fait, bonjour à tous. J'ai eu réponse à toutes mes questions. Donc, ah bon, bah alors c'est très bien. effectivement, il y avait une dynamique sur les propositions, enfin, entre la base d'audit douanier, donc d'avoir accès aux informations, par exemple, sur les codes douaniers. Enfin, nous, en ce moment, on est vraiment dans une recherche d'automatisation parce que c'est, en plus, avec le RUDE qui est tombé, c'est vraiment, ça prend beaucoup de ressources. Donc, on cherche effectivement à digitaliser, si je puis me permettre, et optimiser la mise à jour des codes douaniers automatiques. Donc, je pense que je vous contacterai. Vous avez eu la réponse. Eh ben, c'est très bien. Voilà, merci beaucoup. A priori, tu es au bon endroit.
Mais effectivement, ouais, bah voilà, les codes douaniers, ce slide-là, il résume ce qu'on vient de se dire. Donc, on va passer très vite. Il y a des nouveautés au 1er janvier, vous l'avez compris. Et puis, utiliser tous les outils mis à disposition par la réglementation. Il y a des règlements de classement, il y a des décisions, voilà, il y a des RTC publics. Je crois que dans la base KeyDuty, si je dis pas de bêtises, on retrouve tout ça. En fait, Oui, oui, tout à fait. Dans l'aide au classement, on retrouve justement toutes ces notes du SH, notes explicatives, notes du tarif, et du coup un suivi de toute la veille réglementaire qui vient modifier au fil de l'eau toutes ces notes et qui met surtout en évidence à la recherche d'un code douanier le plus à chercher pour être au plus proche de la bonne nomenclature. Et après, comme tu l'as dit si bien tout à l'heure, si on ne trouve pas, les RTC qui sont aussi dans notre outil. Et si on ne trouve toujours pas, eh bien, la possibilité de faire une demande de RTC. Bien sûr, bah voilà, effectivement. Donc, vous avez compris, comme toujours, les actualisations en fin d'année couvrent les sujets clés. On vient de parler des codes nouveaux au 1er janvier. Regardez aussi les accords de libre-échange. Il y a une carte qui est chaque année actualisée, donc ça va être le cas pour 2025, de l'état des lieux des réglementations, enfin des négociations des accords de libre-échange qui permettent de bénéficier d'une origine préférentielle, pardon, pas de droit de douane à l'importation pour vous ou pour vos clients à destination. Donc là aussi, il y a des actualités. Il y a 2 actualités sur lesquelles je reviens spécifiquement en cette année. On arrive en fin d'année 2024 à un retour d'expérience de 3 ans avec l'accord UE Royaume-Uni, pardon, et un peu plus avec le Canada. Ce qui fait que les contrôles douaniers se multiplient sur ces 2 accords-là en particulier. Pourquoi? C'est simple à comprendre. C'est comme vous l'avez entendu tout à l'heure, la douane a un délai de reprise qui va jusqu'à 5 ans. Et donc, souvent dans un délai un peu plus court, souvent 3 ans, nos administrations, soit à destination, donc les Canadiens, les Anglais, soit les Français dans le sens inverse, enfin les Européens, souhaitent vérifier l'authenticité de l'origine préférentielle dans le cadre de ces nouveaux accords. C'est pour ça que je parle de ces accords-là en particulier. Ils sont nouveaux. Vous vous rappelez pour le Royaume-Uni, 1er janvier 2021, et pour le Canada un petit peu avant. Donc ça veut dire que vous avez ce risque-là. Soyez précautionneux si vous devez faire des contrôles de fin d'année. C'est sur ces contrôles-là, sur ces accords-là en ce moment qu'on en voit le plus. Et gardez en tête, janvier 2025 aussi, convention Panoromède modernisée, qui a été revue, simplifiée, et il y a vraiment des optimisations là intéressantes à trouver. Donc voilà les sujets clés sur l'origine en cette fin d'année. Et puis sur la valeur en douane, c'est un peu toujours les mêmes sujets. Hein. Attention sur les éléments à inclure dans votre valeur. J'ai donné l'exemple tout à l'heure. Nous, on voit des contrôles surtout sur redevances, frais de moule et frais de contrôle qualité. C'est facile de les identifier, ces risques-là. Vous allez voir la compta, vous demandez les factures, vous demandez l'extrait des comptes, comme le fait l'administration, et vous verrez si vous êtes en risque ou pas. J'insiste sur ces 3 sujets, frais de contrôle qualité, frais de moule, redevances. Pour les éléments à exclure, là, après, pas de sujet, on peut avancer. C'est pardon, Sabine. Et oui, oui, Stan, et bien souvent, par expérience aussi, on sait qu'il y a des frais de moule, etc. Et souvent, le service douane, il est loin du service comptabilité. Et les acheteurs, et d'où l'importance des informations et formations en interne, ils ne pensent pas à aller aussi mettre une copie de la facture des frais de moule que le service douane va devoir intégrer. Alors bon, de plus en plus, on est en automatique et on essaie d'aller y apporter tous les renseignements à l'aide de logiciels en interne. Mais voilà, ça, c'est des choses qui arrivent que le service douane n'a pas forcément toujours les informations de la part d'un acheteur de ce qu'il a commandé au niveau du produit, le prix, la commande, etc. Mais tout ce qui va un petit peu à côté, on le sait, mais on n'y pense pas. Et après, il est trop tard. Ouais, tout à fait. Bonne recommandation. Allez faire le tour. Allez faire le tour en interne. Je crois, en fait, Sabine avait levé la main, mais c'était une erreur. Elle voulait applaudir et elle a mis levé la main. Du coup,
Les relations avec le RDE, on arrive en fin d'année, gardez en tête qu'il faut actualiser. En fait, souvent, vous signez des mandats valables du 1er janvier 24 au 31 décembre 24. Donc, il faut actualiser pour 2025. Il faut actualiser les mandats, les procurations, ça peut être la même chose, des changements de poste en interne. Et puis, évidemment, on dit toujours les contrats. Alors, vous m'entendez parler de contrats toute la journée. C'est en plus du mandat, ça va plus loin que le mandat et justement on peut prévoir l'archivage, qui s'occupe d'actualiser mes codes douaniers, qui s'occupe de garder les documents, etc. Donc voilà, ça, si vous avez des mandats, des contrats limités dans le temps, ce qui est très souvent le cas sur une année civile, pensez à les actualiser et au moment où vous les actualisez, pensez à les optimiser, à les rendre encore meilleurs. Et dans les points que vous pouvez mettre dans vos mandats ou contrats, alors on parle de contrat, mais ça peut être 2 pages, hein, si vous voulez faire simple. Il y a tous les points qu'on a là sous les yeux. Je ne vais pas les lister un par un, mais vous pouvez faire référence à l'obligation de devoir de conseil de votre RDE. Vous pouvez aussi faire référence à comment est-ce que vous lui communiquez vos instructions. Vous pouvez faire référence au reporting que vous attendez de sa part, etc. Il y a quelqu'un qui demande là, est-ce que c'est possible de signer des mandats non datés? Alors oui, c'est toujours possible, mais juridiquement, ça n'a aucune valeur du coup, parce que un mandat, vous donnez mandat à quelqu'un, il doit y avoir, je fais pour prendre ma casquette avocat, mais il doit y avoir un objet. Donc je te mandate pourquoi? Pour faire des déclarations en douane pour moi. Et il doit y avoir une délimitation dans le temps. Voilà, je te mandate à compter de temps, telle date jusqu'à telle date. Ou alors vous pouvez dire à compter de telle date pour une durée illimitée. Pourquoi pas? C'est pas ce qu'on recommande, mais on peut le faire. Et ensuite, donc l'objet, la délimitation temporelle. Et souvent, on recommande une délimitation. On pourrait appeler géographique, mais c'est pas exactement ça. Mais c'est est-ce que c'est l'import et l'export? Est-ce que c'est tous les flux ou certains flux? Voilà, à minima, ce qu'il doit y avoir en plus des clauses que vous avez là sous les yeux, mais sur lesquelles c'est un thème, on pourrait rester une journée entière là-dessus. Donc, on peut avancer un peu plus vite, mais pensez à le faire en fin d'année. Voilà, actualisez vos mandats pour l'année prochaine. Et puis la gestion des risques. Bon, les exemples contentieux, je vais le faire vraiment en version accélérée parce que il y a aussi d'autres moments où on parlera de ça. Il y a eu beaucoup de contentieux en cette année, en ces dernières années sur la gestion avec le RDE. Et donc, on a des contentieux qui expliquent clairement ce qu'on attend du RDE en tant que professionnel du dédouanement et quand est-ce qu'il fait une erreur, quand il oublie de vous mettre en garde. Oui, un mandat d'1 an reconductible tacitement, c'est ce qui se fait le plus souvent. Pardon, je réponds à la question en même temps. Et prévoyez aussi que vous pouvez le dénoncer, votre mandat, sans avoir un délai de 6 mois, mais ça se négocie. Donc, je reviens sur le lien avec le RDE. Il y a une obligation de conseil. Vous devez, c'est mieux de prévoir ça dans le contrat, mais vous aussi, vous avez une obligation d'instruction, d'information. Vous pouvez pas dire mon RDE a pas déclaré les frais de moule si vous lui en avez jamais parlé et que quand il vous a posé la question, vous lui avez dit, je sais pas, je verrai avec la compta. Voilà, donc il y a un partage équilibré à avoir et c'est ce que disent les différentes jurisprudences qui sont malgré tout assez sévères à l'égard des RDE. Donc voilà. Alors là, c'est le slide. Tout le monde me déteste parce que c'est le slide très juridique avec des références de jurisprudence et des explications. Je vais le faire simplement aussi. Vous savez que pour ceux qui sont et qui ne sont pas abonnés, je vous engage à l'être auprès de l'Audace. On fait, nous, au cabinet, chaque mois, une veille réglementaire de tous les arrêts qui sortent. On les transmet à l'Audace qui les envoie à tous les adhérents. Donc, les arrêts intéressants avec des commentaires. Là, on en a sélectionné certains parce que on va voir que sur les sujets origine, valeur, classement, les tribunaux, ou cours d'appel se prononcent très régulièrement. Généralement, c'est pour confirmer des grands principes. Par exemple, on va dire, pour l'origine préférentielle, c'est le premier arrêt. Vous devez avoir toutes les preuves de l'origine préférentielle et il peut y avoir une rétroactivité de l'origine préférentielle, mais que si vous avez des preuves qui sont tout à fait incontestables. On a un deuxième arrêt, par exemple, sur le classement, qui nous dit quand vous classez un produit, ça doit être sur des caractéristiques objectives. Et si vous le classez en partie 2, ça c'est le gros sujet de l'année sur le classement, partie 2. Si vous le classez en partie 2, il y a plein de gens qui se sont dit, tiens, je vais tout mettre en partie 2 parce que c'est plus facile. Partie de machine, partie d'ordinateur, partie de ce qu'on veut. Si vous le faites, c'est uniquement
parce que cette pièce est indispensable au fonctionnement de la machine en question. Jurisprudence assez stricte, mais voilà, sur le placement. Puis il y avait aussi un point sur les RTC, en disant que vous pouvez vous en prévaloir que si vous en êtes le titulaire. Un autre point, un autre jurisprudence sur le classement. On disait effectivement, on se fonde d'abord sur les caractéristiques techniques objectives au moment du dédouanement, mais aussi éventuellement sur la destination. Qu'est-ce que vous allez faire de ce produit? Est-ce que c'est pour l'industrie médicale ou pour autre chose, par exemple? Voilà pour ces arrêts là, commentés rapidement, et je crois qu'il y en a encore quelques-uns. Non, voilà, on les avait limités. Donc c'est pour vous dire, suivez la jurisprudence. Et en fin d'année, c'est propice parce que nous, on va le faire bientôt. Voilà, on fait le bilan de toute l'année qui s'est écoulée. Quels ont été les sujets chauds? Donc je vous l'ai dit sur les jurisprudences. Classement, c'était partie 2. Valeur, on en a déjà parlé. Origine aussi. Et du coup, je te laisse la main, Sylvie, et je fais des petites interventions au fur et à mesure. Très bien. Eh ben, merci à toi. Hein, le mot anticipation, je pense que tu l'as bien argumenté et mis en valeur. Et Donc oui, là, pardon, excuse-moi, Sylvie. Juste un dernier point, j'ai oublié. C'est une vas-y. recommandation interne. On a un client qui a fait ça ce matin, c'est pour ça que j'y pense. Faites un petit déjeuner de Noël du douanier. Vous prenez des papillotes inventées à Lyon, là, pour le Lyonnais que je suis. Vous faites un petit déjeuner avec la société et vous dites en 3-4 mots les points importants. La compta, les sujets dont on a parlé, les acheteurs, l'origine. Et c'est un C'est moyen de vrai. bien communiquer la douane en interne sans être trop rébarbatif. Voilà, pardon, excuse-moi. Non. Et je rebondis aussi sur ce que tu disais par rapport justement à la veille que tu fais au niveau de l'audace, et je t'en remercie parce que quand on regarde tous ces arrêts, d'abord on n'a pas trop envie de les lire parce que ils sont tout petits et puis des tonnes de pages, et tu nous fais vraiment une bonne synthèse, et ça permet aussi de choper des idées et des arguments pour pouvoir aller les insérer dans nos contrats et prendre toutes les précautions qu'il le faut. Donc, j'invite beaucoup à aller consulter cette veille que nous fait Stan régulièrement. D'ailleurs, moi, je m'en sers aussi pour enrichir mes supports de formation. Donc, les changements majeurs pour 2024, donc on vous en a entendu parler, Delta T, Delta IE, le MACF, RDE, et on a entendu parler récemment du travail forcé, donc on verra la slide tout à l'heure. Donc, un petit rappel sur Delta T. C'est le service en ligne pour gérer les déclarations de transit douanier. Donc, déclaration permettant la circulation des marchandises en suspension des droits et taxes douanières. Donc, il est valable dans toute l'Union européenne et valable dans les pays qui ont donc signé une convention de transit. Alors, on a mis avec Hélène en évidence un petit peu surtout les changements majeurs. Donc, vous allez voir que maintenant, il faut le code douanier à 6 chiffres. Il devient obligatoire et il doit être indiqué donc sur le transit. Les dysfonctionnements pourront être également déclarés dans l'outil. Vous avez lors des contrôles le chauffeur qui pourra présenter un document via un smartphone, téléphone ou autre. Il n'a plus besoin d'avoir son document papier. Une libéralisation partielle des marchandises chez le transitaire agréé, donc par exemple suite à un contrôle par le bureau de destination. La notification du destinataire du transit par email au départ des marchandises, à condition bien sûr que l'adresse email a bien été renseignée au départ, et une déclaration anticipée de transit qui pourra être faite dans les 30 jours avant le départ des marchandises. Alors, on vous a fait également un petit peu un planning. Donc, tout le monde a dû subir là récemment, et on a eu une réunion il n'y a pas très longtemps avec Charles, justement, après la mise en place de Delta T, qui nous a confirmé que le lendemain, d'énormes un monde impossible était vite sur la procédure de secours. Donc, il a été mis en place ici la version 5, donc P4, mise en place donc au 25 novembre 2025. Tout ce qui était en DTI a basculé directement dans Delta T. Par contre, les utilisateurs en EDI, ils continuent à utiliser peuvent continuer à utiliser la solution de leur prestataire, et on a une phase transitoire si on peut l'appeler comme ça. On a une phase jusqu'au 21 janvier pour basculer complètement dans la version T P5 des opérateurs en EDI.
Voilà. Alors, Delta I, ben là aussi, vous connaissez. Donc, c'est le nouveau système pour le traitement dématérialisé des déclarations douanières qui remplace donc le Delta G et le Delta X. Là, il a été mis en service donc depuis le 26 novembre 2024. Donc, accès limité, donc uniquement pour les prestataires en EDI. Pas d'accès pour les DTI, ça se fera dans une prochaine version. Pas de frontières intelligentes pour le Brexit et les IED, donc impossible de les faire actuellement pour les opérations de sortie d'entrepôt sous douane. Voilà, donc là aussi, tout ça, ça s'anticipe. Est-ce que vous avez bien demandé, ce qu'on me l'a dit tout à l'heure et l'a évoqué Stan, vos garanties, vos autorisations pour pouvoir utiliser ce fameux Delta I. Alors, les grands changements qu'on a notés, nous, ben, c'est la fin du DAE. Ça, je pense que c'est la première chose qu'on a retenue, qu'on allait passer à une saisie de 120 données. Envoyées électroniquement, pardon, une modification du processus en 2 temps. Donc, on voit naître une déclaration simplifiée suivie d'une déclaration complémentaire. Par contre, si vous avez tout en même temps, on peut en faire une unique. Une procédure renforcée, donc nécessité d'un message informatique pour déclencher l'acceptation de la déclaration anticipée. On a des délais prolongés en ce qui concerne les rectifications et les invalidations, donc possibles sur 3 ans, alors qu'auparavant, on était sur 12 mois. On a beaucoup parlé aussi de l'abandon du D48, donc du fameux document manquant. La déclaration également de la valeur provisoire possible, mais là uniquement si vous avez l'autorisation d'une déclaration en 2 temps, c'est possible. Et un système informatisé plus fiable avec une disponibilité élevée entraînant moins le recours à ce qu'on appelle la procédure de secours. Donc, la version, elle a été mise en place le 26 novembre 2024, uniquement pour l'EDI. On a eu une période de transition de 6 mois jusqu'au 31 mai 2027 où les deux communiquent, donc Delta G et Delta IE. On a eu aussi une prolongation jusqu'à novembre 2025, sachant par contre que d'entre le 26 novembre 2024 et le 31 mai 2025, vous pouvez faire des rectifications, des invalidations sur des déclarations qui ont été déposées sur Delta G. Par contre, au 1er novembre 2025, là c'est terminé, tout le monde passera dans la nouvelle version. Une question de Emmanuel. Relation d'éco, besoin de demander au bureau. Oui, je confirme. Je vais noter quelque part, je confirme. Alors, le règlement sur le RDE, donc le règlement européen contre la déforestation, donc c'est un règlement qui est paru en juin 2023, qui porte le numéro 2023/1115. Donc, l'obligation, c'est qu'est-ce que c'est? C'est garantir un risque nul ou négligeable de la déforestation pour les produits exportés ou mis sur le marché, et le but de géolocaliser l'origine des produits jusqu'aux parcelles de production. Donc, on a vu dans ce règlement une liste de produits qui figurent à l'annexe 1. Alors, le but, c'est être zéro déforestation, être en conformité avec la législation du pays d'origine, une mise en place pour ce faire d'une diligence raisonnée pour vérifier si les produits sont bien conformes à ce que nous décrit le règlement. Et j'avoue que c'est pas facile. Il faut absolument une traçabilité ainsi qu'un suivi de vos produits et des évolutions réglementaires face à ce fameux règlement. Vas-y, tu peux aller sur la slide suivante. Alors, qui est concerné? Ben, tout le monde, à part que, bon, on n'a pas pu le faire démarrer comme il devait l'être, et on a eu un report. Donc, les grandes entreprises vont devoir s'y mettre pour le 30 décembre 2024 et les micro et petites entreprises pour le 30 juin 2026. Alors, moi, je confirme parce que moi-même, déjà, quand on demande des renseignements pour obtenir des infos complémentaires sur les produits qui sont RDE, et je vais citer notamment le chapitre 44-21 avec le bois,
La chaise en bois avec l'assise en bois ou la chaise en bois qui a les pieds en métal, c'est plus une chaise en bois, mais pourtant il y a une assise en bois. Ça, ces produits répondent bien au classement douanier. C'est pas parce qu'il y a du bois qu'il est forcément RDE. Donc là, déjà, il nous a fallu un certain temps et il y a une incohérence entre les réponses du ministère sur certains produits, comme notamment, et on en avait parlé avec Stan, sur le bambou, où j'ai récemment eu une confirmation écrite comme quoi le bambou, il était exclu suite à des informations qu'on a eues dans des facs. Et en parallèle, le lendemain, j'avais une confirmation des douanes qui me disait, pour nous, il est bien dans la liste du règlement RDUE. Par conséquent, tant qu'il n'y a pas d'amendement, eh bien, il restera RDE en bambou. Donc, à aujourd'hui, qui dit vrai, qui dit faux, c'est vraiment une contrainte qui est, enfin, un règlement qui est pas encore au point. Et je dirais merci d'avoir reporté d'1 an. Mais en attendant, c'est bien nous, importateurs, vous plutôt importateurs, qui devez récupérer les informations et qui restez responsables, même si pour moi ce n'est pas un règlement douanier. Voilà. Donc, il y aura des nouveaux pays, hein, parce que dans ce règlement, vous allez voir des pays à risque élevé ou pas. Et donc, il y aura des nouveaux pays qui vont être ajoutés où il n'y a aucun risque, où a priori, les réglementations devraient être plus simples. Il y a des formations qui sont mises, c'est vrai. Il y a des webinaires, donc dans Trace, il y en a pas mal. Et vous avez maintenant les réponses, questions-réponses qui sont en français et plus en anglais pour se familier avec la réglementation. Mais prenez toutes les précautions quand même. Je suis désolée, mais nous, vous allez voir dans notre outil, ces produits sont listés RDE pour le bambou et on va le laisser parce qu'on n'a pas de réponse claire entre le ministère et la douane. On a quelques petites questions. Alors, Audrey qui demande sur les déclarations, il faudra indiquer quel code document. Pour les déclarations de la diligence raisonnée? Non, je pense que c'est plutôt sur Delta. Oui. Alors là, peut-être que Julie saura peut-être nous répondre parce que je les ai pas en tête, ou alors on abordera après. Document manquant, ne pas l'indiquer sur la DEC et accepter la liquidation. Ça, c'est pour le D48. Ouais. Et ensuite, on a une autre question. Donc, Emmanuel, donc là, j'ai répondu. Savez-vous si tous les prestataires EDI sont prêts pour Delta T? Normalement, on est censé. Normalement, il faut être censés prêt pour le 20 janvier minuit, c'est fini. Donc, pour le 21 janvier, on démarre et on a eu cette question-là avec Charles, justement, qui peut me confirmer. Nous, pilotes, enfin, nous, on est bien avancé sur le sujet. Hein. Donc, oui, il y a déjà des prestataires qui le sont. Sophie qui demande s'il manque un document impactant les DD. Dans un premier temps, il faudra faire une déclaration en un temps avec bref tarifaire. Alors, c'est pas une question, en fait, c'est une réponse. Oui, c'est ça. C'est que s'il y a un document manquant, il faudra faire une déclaration sommaire et après compléter. Donc, autorisation à avoir en amont, hein, et pour la valeur en douane et pour le D48. Il y a une question de Sabine sur le RDE, du coup. Donc, sur l'exemple des chaises, cela veut donc dire que la chaise au pied métallique mais assise en bois ne sera pas soumise au RDE. Tout à fait. Hein, c'est ce que je voulais mettre en évidence, c'est que c'est le classement qui fait foi. Donc, les notes explicatives. Et donc, comme on sait que la chaise est classée selon le piétement, donc si votre assise est en bois et que la chaise, elle est en métal, ça sera une chaise en métal, elle sera pas RDE. Ce qui est complètement débile, je dirais, parce que l'inverse, il y a quand même l'assise, c'est quand même une majorité de bois, et non. Donc voilà. Donc surtout, c'est le classement par rapport aux notes, aux décisions, aux RTC qui font foi. Oubliez le mot bois, je dirais. Vous êtes dans le 44-21, mais classez d'abord correctement votre produit. Okay. Alors, le MACF, donc le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, donc il vise à soumettre progressivement les importations les plus polluantes de l'UE aux mêmes règles que celles imposées par la production locale. Donc, il est entré au 1er janvier 2026, on l'a vu, avec une phase transitoire moins contraignante, qui a débuté depuis octobre 2023. Donc, vous aviez des rapports trimestriels à faire avec des valeurs provisoires. Puisque jusqu'à aujourd'hui, au moins que certaines personnes dans l'Assemblée confirment qu'ils ont toutes les données de leur part de fournisseurs, c'est assez complexe pour les obtenir. Mais les importateurs, ils devront, eux, déclarer la quantité d'émissions contenues dans les produits importés. Donc le fer, l'acier, l'engrais, le ciment, l'hydrogène, l'électricité, l'aluminium, etc. Là aussi, c'est un règlement qui est pas facile, qui suit. Il y a des amendements.
Et notre outil, je vais en faire aussi une publicité, hein, il va vous mettre aussi les codes qui sont en MACF et sur lesquels vous devez en amont déjà aussi travailler avec vos fournisseurs, que ce soit RDE ou MACF, pour obtenir toutes ces informations. N'attendez pas la date butoir. Donc les obligations, on va le remettre, mais plus ou moins je l'ai évoqué précédemment. Donc un rapport MACF avec des informations sur les produits visés, déclarer les émissions à effet de gaz, de serre, liées à leur production, disposer surtout du statut MACF autorisé. Donc n'attendez pas non plus là le 1er janvier 2026 pour dire ah mince, j'ai pas mon statut autorisé. Faites-le déjà maintenant. Vous pouvez le faire à partir du 1er janvier 2025. Voyez bien avec vos RDE, parce que vos RDE n'est pas forcément obligé d'être MACF certifié. Donc, il faut qu'il vous l'accorde, mais n'oubliez pas de lui demander s'il a fait la demande. Et puis, le but, ça sera d'acheter des certificats MACF. Alors, il peut y avoir, et ça, je pense que Stan peut confirmer, si tout ça n'est pas respecté, comme d'habitude, des sanctions douanières, des pénalités, une perte peut-être de ce fameux statut MACF. N'oubliez pas toujours que vous avez aussi le statut OA qui vous suit jusque la nuit des temps. Et donc, si le travail est mal fait, si on récupère pas bien les choses, il y a des risques énormes. Ouais, j'ajoute que perdre du statut MACF, ça veut dire que vous pouvez plus importer vos marchandises en fait en pratique, hein, puisque Voilà. vous êtes obligé d'être déclarant MACF pour pouvoir les importer. Donc c'est quand même très lourd. Une question concernant l'information à obtenir des fournisseurs MACF. Si ces derniers ne nous les fournissent pas, comment devons-nous procéder? On en a échangé un petit peu au colloque à Marseille. Alors, c'est une question qui remonte, hein. Il faut absolument ficeler vos contrats. Je pense que Stan, tu pourras le mettre en disant, voilà, nous, on travaille avec vous. Nous, il y a une réglementation qui est mise au point. On est obligé de la respecter. Vous devez de nous donner ces informations. Voilà, il faut travailler avec le juridique pour obtenir absolument ces informations. Parce que en finalité, vous allez voir, j'ai une petite phrase que j'adore, mais je vous la garde pour la fin. C'est vous le responsable. Et pourtant, vous inquiétez pas que aujourd'hui, moi, par rapport à ma fonction, j'ai plus rien à perdre ni à gagner. Et lorsque je suis allée dernièrement au colloque de Marseille, j'ai pas senti être dans un premier temps dans une réunion de douane avec espèce, origine, valeur. Bon, ok, ça y est. Mais j'avais l'impression que c'était très très loin et on rentrait avec des nouveautés qui pour moi, MACF, SBDU, règlement qui n'étaient pas vraiment douaniers. Mais pourtant, au moment de la déclaration, c'est bien vous, importateur, qui êtes derrière pour finaliser. Et bien sûr, vous avez tout à charge sur le dos. Je l'ai évoqué, je l'avais remonté donc à quelqu'un de la douane qui m'a répondu, oui, mais quand on a mis les normes jouées, vous vous êtes adapté, il faudra faire la même chose pour ça. Voilà. Donc je pense que prenez les précautions et si les fournisseurs vous délivrent pas, vous donnent pas, il y a quelque chose à recadrer avec vos fournisseurs. Je sais pas si Stan, tu peux me confirmer ça. Effectivement, tant vis-à-vis des fournisseurs que tous les tiers avec lesquels vous êtes amenés à travailler, y compris RDE pour vérifier qui fait quoi, mais notamment vis-à-vis des fournisseurs, préparer des clauses, préparer des documents types et préparer aussi, pourquoi pas, une manière de récupérer concrètement les informations. Mais ça commence notamment en se protégeant par des clauses. Donc ça, c'est ce qu'on fait le plus nous en ce moment. C'est comme ça que ça nous impacte dans notre quotidien. Voilà, bon, on vous a remis le calendrier, mais bon, je pense que je l'ai évoqué précédemment en. Alors, le travail forcé, on vous en parle un petit peu parce que justement, au colloque de l'audace, ils ont parlé d'une décision qui allait bientôt arriver sur 2027, sur ce qui concerne sur 2025, pardon, sur ce qui concerne le travail forcé. Et ils ont bien insisté en disant que petite ou grande entreprise, tout le monde sera concerné. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est l'interdiction de la mise sur le marché et l'exportation hors de l'UE des produits issus du travail forcé. Tous les secteurs et produits importés, exportés et mis sur le marché sont concernés. Tous les pays sont visés, y compris les pays de l'UE, et sont compétentes les autorités locales qui sont spécialement désignées à cet effet et les autorités douanières pour contrôler les importations et exportations. Donc, je pense qu'une fois que le RDE et MACF il va commencer à prendre sa petite routine, je pense que cette décision, elle va se développer un peu plus fortement et c'est encore un poids supplémentaire auquel il va falloir faire attention et auquel Custom va essayer de mettre en évidence dans nos informations sur cette veille réglementaire. Il y a Audrey qui demande
il parle de vérificateurs. Où nous trouvons la liste de ces vérificateurs pour le MACF? Une liste de vérificateurs. Alors, Oui, je me demande si c'est pas sur le site justement de la douane, parce qu'il y a des tutos. Alors, je l'avais noté, je crois, quelque part. oui, sur le site Euh, de la DGEC aussi. Enfin, il y a eu une oui, liste publiée des vérificateurs. Ouais. La liste est publiée. Enfin, elle existe. oui, oui, elle existe et je me demande si c'est pas dedans. De toute façon, on peut s'inscrire pour suivre des formations gratuites aussi. Elles sont assez régulières. Il y a même eu une enquête derrière moi aussi sur le MACF, justement, pour remonter tout ce qui va et ce qui va pas. Effectivement, je rejoins, ça doit être sur le site sur le ministère du climat, de l'industrie du climat. DGEC. Voilà, DGEC, pardon. Ok. Alors, comment réagir face à à ces évolutions réglementaires? Ben, vous l'avez bien compris, hein, c'est grâce à un suivi régulier de votre veille afin d'appréhender le risque surtout. Alors, en priorité, le CDU. Alors, je dis pas que vous devez le faire en livre de chevet, mais je dirais que moi, je le fais quasiment. Ne pas oublier les actes délégués, les actes d'exécution. On y trouve des mines de trésors. Ces deux règlements, et avec Hélène, on vous les a indiqués. Les notes, les circulaires, les BOD, bulletins officiels des douanes, les actes délégués transitoires qui sont importants aussi en ce moment puisque c'est tout ce qui est lié avec le CDU sur la partie informatique. Vous pouvez comment réagir également? Un suivi régulier de votre veille auprès des PAE qui nous donnent une tonne, je crois que c'était 88 binaires sur l'année dernière. Alors, je sais, et pour y avoir travaillé, on n'a pas toujours le temps de les suivre. Alors, essayez de mettre quelqu'un qui peut le faire, surtout quand vous êtes impacté par un des sujets qu'on a vus précédemment. Ils sont très bien faits. Moi, je me sers aussi de ces webinaires et je les remercie. Et il faut prendre son temps de les suivre. Par des syndicats professionnels, comme on l'a cité tout à l'heure, l'Audace ou autre, par la DGEC, par des organismes du suivi de la veille réglementaire, hein, l'Audace, pareil, Acte International, il y en a beaucoup d'autres. Par nos outils aussi, hein, parce que derrière ça, il y a Sylvie Mizarek qui met sa petite veille douanière dans l'outil. Et justement, donc, par l'intelligence artificielle, vous allez pouvoir retrouver et on vous alerte avec des warnings sur la nomenclature, ce qui va et ce qui va pas. Voilà. Donc les conseils et les bonnes pratiques. Mettez en place une synthèse des alertes, comme l'a dit aussi Stan tout à l'heure par rapport à vos déclarations. Donc dès qu'il y a une veille réglementaire, MACF, RDE, etc., de toute façon, ça va atterrir à la douane. Essayez de comprendre quels sont les acteurs qui sont impactés, donc le commerce, la douane, l'achat. Faites des groupes de travail, mettez des choses en place, des process pour vraiment sensibiliser, surtout dans un premier temps, et pareil, vos dirigeants d'entreprise. Mettez l'archivage, on l'a vu, on va pas éterniser dessus. Gardez bien vos preuves. Familiarisez-vous aussi avec tous les outils douaniers, BTI, le GUN, le Delta, Delta T, etc. Faire des audits sur vos bases, hein, on l'a vu aussi également tout à l'heure. Des sondages, on l'a vu, je vais pas le répéter. Revoir régulièrement vos demandes d'autorisation parce que en parallèle, il faut pas les oublier parce que du coup, le jour où vous dédouanez, vous dites ah mince, je peux pas aller plus loin. Servez-vous de vos RDE qui sont là aussi à titre de conseil et Stan l'a bien dit tout à l'heure. Donc dans les contrats, ne vous focalisez pas uniquement à un mandat direct ou indirect, allez lui mettre plus aussi d'éléments pour travailler en partenariat avec lui, intégrer les nouvelles technologies pour accéder facilement aux données, donc l'intelligence artificielle, et là pour pouvoir avoir une traçabilité de l'information. Conservez vos preuves sur les formalités douanières, intégrer toutes les exigences réglementaires, normatives, le plus en amont possible. Hein, de toute façon, c'est ce que vous aurez fait dès que vous aurez épluché un document. Et je peux en parler parce que lorsqu'on a, par exemple, eu l'OA, le statut OA qui est arrivé dans nos entreprises, eh bien, c'était la douane, la douane, la douane. Et on a bien vu que dans le statut OA, il n'y a pas que des acteurs de la douane, il y a une bonne partie des acteurs de la supply chain. Donc, allez mettre au bon endroit et travailler avec des groupes et des leaders qui peuvent aussi vous aider et voir comment on peut le faire ça. Valider les contrats. Bon, on a vu, on va pas répéter tout ce qui est là. Alors, moi, ma petite phrase, et je l'ai bien retenue, celle-là, l'importateur est celui qui sait, qui connaît, et donc le responsable. Voilà. Donc, moi, je retiens toujours cette phrase-là.
Je dis toujours, j'aime bien mes fournisseurs, j'aime bien telle ou telle personne, mais est-ce que réellement il fait bien les choses? Est-ce que je peux le croire? Maintenant, les responsabilités de plus en plus demain avec la dématérialisation et toutes les données, alors ça va être le gros sujet. Qui est responsable de quoi, à quel moment? Je crois que là, il y aura un gros travail aussi à faire. Mais n'ayez pas peur et n'oubliez pas qu'à l'arrivée, eh ben, si vous voyez qu'une nomenclature elle est pas bonne, ben, d'aller la changer. Parce que ça sera vous à apporter les preuves maximum. Alors, je dis pas que vous serez responsable à 100%, mais ça sera vous à vous défendre, à dire pourquoi vous avez voulu changer et ben, prouver votre bonne foi. Voilà.